L'actualité politique de la semaine vue par Brunet Neumann. Tout à l'heure, il y aura les gagnants, les perdants de la semaine. Éric Brunet, donc Laurent Neumann. Nous allons commencer avec Marine Le Pen. Et cette question, vous aviez parlé, Éric, sur ce plateau de la probabilité, savoir si on est passé à une possibilité de victoire. C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'après une nouvelle semaine de campagne, aujourd'hui, on est sur une victoire possible de Marine Le Pen ? Toujours assez peu d'éléments, et puis en ce qui me concerne, peu de foi dans les sondages. Donc effectivement, elle est entre 26 et 27%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand vous interrogez des gens qui sont parfois d'ailleurs des sondeurs? Ils vous disent, je pense qu'en réalité, elle est au-dessus de ça. Alors, ça veut dire quoi? Donc on ne sait pas où elle est, Marine Le Pen. Elle est probablement très haut dans les sondages, au-delà des 25, 26, 27% que certains souhaitent lui donner. 20% plutôt, hein, au premier tour il y a 5 ans. Hein. Oui, 20% au premier tour. Donc bien évidemment, elle est passée de victoire impossible à victoire possible, puis à victoire... alors on n'est pas encore à la victoire probable, mais on est en train d'y aller. Donc vous me posez la question, est-ce qu'elle va gagner? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle peut gagner? Elle peut de plus en plus. Je vous pose la question cette semaine parce que en plus d'avoir une campagne qui est sa campagne, donc il y a une forme de cohérence, Laurent Neumann, on note une crispation de plus en plus forte des autres candidats au sujet du Front National. Des autres candidats, des voisins européens qui nous regardent, qui s'inquiètent. Il y a des messages qui arrivent tous les jours dans les représentations diplomatiques françaises pour dire « Alors c'est vrai, Marine Le Pen, elle peut vraiment gagner, c'est sérieux ?» Et puis les gens regardent la campagne en se disant « Elle est incroyable, votre campagne ». Tout ce climat-là semble profiter aussi au Front National. Alors vous allez me dire « Mais il y a les affaires Fillon, il y a les affaires Le Pen, pourquoi ça ne la frappe pas, elle, au moins à égalité ?» Eh bien sans doute parce que pour ceux qui veulent voter Marine Le Pen, au fond, la probité est moins importante que le rejet des élites, le rejet du système, le rejet des institutions. Et au fond, imaginez si François Fillon, mercredi, n'allait pas chez le juge. Qu'est-ce qu'on dirait? Eh bien, Marine Le Pen, elle a décidé qu'elle n'irait pas chez le juge et ça passe comme une lettre à la poste. Donc il se passe quelque chose. Je vais être plus clair encore que Éric Brunet. Oui, je pense que Marine Le Pen est en capacité de gagner l'élection présidentielle. Et je le dis clairement à cause de ce climat-là. Et à cause aussi de l'élément qu'évoquait Éric, c'est qu'il y a une très forte proportion d'électeurs qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire dans le cadre de cette élection et tout va dépendre du casting de la finale. Marine Le Pen répète matin, midi et soir qu'elle rêve d'un duel avec Hamon, aujourd'hui improbable, mais surtout avec Macron. On va y revenir dans un instant. Pourquoi Parce qu'elle rêve de rejouer le match Trump-Clinton. Voilà, c'est ça son idée. Éric. Il y a quand même un truc qui est tellement agaçant et qui, moi, qui a une tournure d'esprit un peu iconoclaste et rebelle, m'agace. C'est cette espèce de viatique que tous les politiques désormais qui concourent à cette présidentielle se sont constitués. C'est nous sommes des anti-Le Pen, il faut que nous gagnions parce qu'il faut éviter que Marine Le Pen soit présidente de la République. C'est-à-dire qu'ils n'ont comme tout programme finalement, c'est le sentiment un peu que tous les Français ont, que le combat contre le Front National. Et ça donne un sentiment d'ailleurs à celui qui n'est pas féru de politique que c'est Marine Le Pen contre le reste du monde. C'est Marine Le Pen contre le reste de la démocratie française. Et c'est fâcheux. Et surtout, pardon, mais il y a des gens dans ce pays qui font des campagnes présidentielles ou autres depuis des années ou des législatives et qui ont organisé, monté des meetings avec comme seul axe politique d'argumentation, je suis le rempart à Marine Le Pen. Mais je vais vous dire une chose, c'est insupportable. Juste un mot et ça, moi qui n'ai rien en commun avec le programme de Marine Le Pen, ça me la rend presque sympathique parce que c'est insupportable. Juste un mot là-dessus, non seulement je suis pas d'accord, mais en plus je trouve ça extrêmement injuste. Parce que Hamon, Fillon, Macron, Mélenchon, pardon, ils ont des programmes. Vous les connaissez. Simplement, il y a... On n'en parle pas. Simplement, on parle de Fillon ou de Marine Le Pen aujourd'hui. Dans la campagne, on parle des affaires de Fillon ou on parle du danger que constitue Marine Le Pen. Il y a effectivement un climat qui empêche de parler d'autre chose. Et ça n'arrête pas chaque jour. Vous avez les affaires Fillon, Le Pen, je le disais, l'histoire de cette caricature, et puis les costumes de Fillon. Tous les jours, il y a quelque chose qui, au fond, occulte le débat. Mais là où vous êtes injuste, c'est de dire il ne pense qu'à Le Pen. Il pense qu'à Le Pen pour une raison simple, c'est qu'elle est en tête au premier tour, disent les sondages aujourd'hui, mais ils ont des programmes et des programmes qui mettent en pièces, en l'occurrence, le programme de Marine Le Pen. Vous savez très bien que quand on a du mal, quand on patine dans une campagne électorale, eh bien, on monte comme ça sur un pupitre dans une salle, mèche au vent, et on joue les antifascistes en disant nous devons barrer la route à Marine Le Pen. Ce qu'on puisse dire, c'est que pour le moment, ça marche pas. C'est très facile quand on n'a rien à dire. Donc ça ne marche pas. C'est très facile. Et pendant ce temps-là, il y a des négociations. Alors, on sait que Marine Le Pen
Monsieur de Villiers se sont vus, se parlent. On sait qu'un dîner, en tout cas c'est ce que rapportent nos confrères du JDD aujourd'hui, a eu lieu entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Que dément Nicolas Dupont-Aignan d'ailleurs. Henri Guénaud, qui a été appelé par le Front National, par Marine Le Pen à rejoindre, a dit sur ce plateau aujourd'hui, il en est hors de question. Mais bon, le Front National... ajouter Jean-Frédéric Poisson également et d'autres. Je vais donner un exemple très... alors c'est anecdotique peut-être, mais Henri Guénaud est l'invité de BFM Politique ce dimanche midi. Eh bien Louis Alliot du Front National a retweeté un certain nombre de déclarations d'Henri Guénaud aujourd'hui. On a la sensation qu'il y a une forme de drague un peu du FN pour certains hommes, femmes politiques proches de... qu'ils estiment eux proches d'eux. Il y a 2 minutes, Éric Brunet posait la question à Jean-Pierre Mignard. Avec quelle majorité gouvernerait Macron? Mais on pourrait poser la même question à Marine Le Pen. On ne sait pas avec quelle majorité elle pourrait gouverner. Quand on regarde les sondages, elle est à plus de 40% dans une centaine de circonscriptions. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Mais ça ne suffirait pas, 100 députés, 120 députés, à faire une majorité pour gouverner. Donc elle doit donner le sentiment que cette majorité pourrait s'élargir une fois la victoire acquise. Mais discuter avec Marine Le Pen, il y a quand même assez peu de gens qui acceptent de le faire. Il y aura peut-être quelques députés ici ou là chez les Républicains. Elle drague un certain nombre de personnalités. Oui. Ça ne fait toujours pas une majorité et c'est l'angle mort de la campagne de Marine Le Pen. Ça, sujet, pas de doute. Oui, elle drague pour la possibilité d'un scénario de gouvernement d'ouverture dans l'hypothèse où elle gagnerait cette présidentielle. Il y a la question de l'ouverture, bien évidemment, avec qui je gouverne en plus, à côté du Front National. Et il y a la deuxième question. C'est si jamais elle n'a pas sa majorité, il va y avoir un gouvernement de cohabitation qui, à droite ou ailleurs d'ailleurs, accepterait d'être le Premier ministre de Marine Le Pen, etc. Ça, c'est une autre question, mais c'est aussi une question qu'un certain nombre de personnalités de droite se posent aujourd'hui. Vous le disiez tout à l'heure, Laurent, Le Pen veut de Macron. Macron est plutôt content de se retrouver face à Le Pen aussi dans la projection d'un second tour à venir. Tous les candidats, c'était le cas de François Hollande, c'est le cas de tout le monde, pensent qu'en second tour face à Marine Le Pen, ils ont gagné. Je crois que c'est moins simple, malheureusement, qu'on ne le dit. Mais oui, Emmanuel Macron serait ravi d'affronter Marine Le Pen parce qu'il pense qu'il pourrait fédérer les électeurs de droite, des électeurs de gauche, du centre, venus de tous horizons, pour, je reprends l'expression d'Éric, faire barrage. Ce qu'on appelle le Front républicain, que l'on a vu... Très sérieusement, et je dis ça sans cynisme, la meilleure façon de battre Marine Le Pen, c'est qu'elle ne soit pas présente au deuxième tour. Et pour ça, il faudrait que 2 candidats passent devant elle. Et pour le moment, le candidat de la droite est quand même décroché. C'est pour ça que la semaine de Fillon, là, est extrêmement importante. Présentation du programme, la poursuite du feuilleton judiciaire. Il commence demain avec une grande interview aux Échos. Et une grande interview absolument demain matin dans les Échos, où il annonce d'ailleurs un certain nombre de choses importantes sur son programme. Éric Brunet, Macron, Le Pen, c'est le second tour qui se dessine. Pour l'instant, attention avec la campagne que nous vivons. Il va se passer beaucoup de choses. De rien, mais vous pensez, comme le dit Laurent, que Macron a peut-être tort de faire ce pari ? Écoutez, oui, je pense qu'il a tort. Parce qu'il a renoncé à combattre politiquement François Fillon. Donc il a renoncé à avancer ces fameuses réformes courageuses qui faisaient le sel du projet de Macron. Il y a renoncé. Et qu'est-ce qu'il a fait à la place? Eh bien, il s'est installé dans des réformes un peu clientélistes et faciles qui vont challenger Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous avez compris qu'elle avait un programme économique pour être un peu compris de tous. On dit souvent mélenchonien, c'est très exagéré, mais bon, elle a un programme économique de gauche. Donc, que fait Macron? Depuis quelques semaines, eh bien, il avance des propositions qui sont des propositions économiques de gauche. Il suggère, il propose des augmentations des budgets des différents ministères. Bref, il propose d'injecter encore plus d'argent public, alors que précisément, on aurait plutôt besoin d'en économiser. Donc c'est vrai, il a renoncé à se battre sur le terrain de la réforme avec Fillon pour se battre sur le terrain des mesures un peu faciles et clientélistes avec Marine Le Pen. Juste un mot, j'attire votre attention sur quelque chose d'important. Marine Le Pen, dans tous les meetings, dans ses prises de parole, n'attaque que très rarement François Fillon, quasiment jamais Benoît Hamon. Quand elle attaque ses adversaires, c'est uniquement Emmanuel Macron, et c'est sans doute pas par hasard. On a parlé tout à l'heure, messieurs, avec Jean-Pierre Mignard, mais ce second tour qui se dessine, encore une fois pour l'instant, Le Pen-Macron, dit quelque chose d'important, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, il n'y aurait pas de parti de gouvernement au second tour. Est-ce que c'est la fin de ces partis-là ?
exactement ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle en Autriche, où se sont retrouvés face à face le candidat de l'extrême droite, Norbert Hofer, et un vieux monsieur de 72 ou 73 ans, candidat des écologistes. Les deux grands partis de gouvernement qui gouvernaient en coalition ensemble, éliminés pour le deuxième tour. Pour le moment, les sondages disent ça. Mais encore une fois, on est à 50 jours du premier tour. Il va se passer encore beaucoup de choses. Si vous regardez juste un instant dans le rétroviseur, ce qui s'est passé depuis septembre dernier, les surprises à la primaire de la droite, à la primaire de la gauche, l'élimination de Duflot, le renoncement de François Hollande, il va se passer encore beaucoup de choses. L'image arrêtée des sondages. Tout est possible, vous nous dites. Oui, l'image arrêtée des sondages aujourd'hui, ça n'est pas l'image finale du mois de mai prochain. Alors, il y a un discours un peu facile qui consiste à dire « Oh, c'est la fin des partis. C'est fini les partis, voilà. » Vous savez, c'est l'idéologie un peu bêtasse qui consiste à dire prenons les meilleurs de la gauche et les meilleurs de la droite, on les fait travailler ensemble. Puis Emmanuel Macron va apprécier ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement ce qui théorise. Écoutez, je trouve ça un peu bêta parce que ça me semble difficile de faire travailler un étatiste de droite comme Guénaud et un social-libéral de gauche comme Lamy, l'ancien patron, le socialiste, ancien patron Guénaud de est pas chez l'OMC. Macron. Hein. Non, mais j'entends bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les talents de droite et les talents de gauche, les faire travailler ensemble, c'est pas simple. C'est même, à mon avis, totalement impossible. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde autour de nous, les différentes démocraties occidentales, les grands pays, la droite et la gauche, sont toujours là et sont même davantage là aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire, vous regardez les Britanniques, on a un parti travailliste très à gauche qui est en train de devenir quasi trotskiste, on a des conservateurs durs, regardez aux États-Unis, regardez en Espagne, bref, la droite et la gauche sont là partout. Il n'y a que nous en France qui rêvons de transgresser tout cela. C'est à mon avis un rêve de chimère. Nous allons parler d'Emmanuel Macron et de Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense pourrait rejoindre En Marche dans les jours qui viennent, ce qui a inspiré cet exceptionnel titre que vous allez voir apparaître à Laurent Neumann, Le Drian, le Pokémon rare de Macron. Vous avez peut-être chassé les Pokémon pendant vos vacances, Laurent Neumann. Le Drian qui rejoint Macron, pour faire un autre jeu de mots étrange, c'est une prise de guerre importante. Oui, alors d'abord, Emmanuel Macron, il ne recherche absolument pas des ralliements de socialistes. Il en a même plutôt peur. Il a sans doute peur même que François Hollande envoie un signe en sa faveur, que Ségolène Royal le rejoigne, etc. Il fait une exception effectivement pour Jean-Yves Le Drian, pour une raison extrêmement simple, c'est que il se sent faible, Emmanuel Macron, sur les questions régaliennes. Très fort sur l'économie, très fort sur les questions de société, un peu léger, c'est pas moi qui le dis, c'est l'entourage d'Emmanuel Macron sur les questions régaliennes. Et d'ailleurs, regardez le programme qui s'est fixé cette semaine, c'est quand même extraordinaire. Lundi, la justice, lundi, la police, mardi, la justice, jeudi, il est avec Angela Merkel à Berlin, et en fin de semaine, il prononce un discours très important sur quel sujet ? La défense au cercle des armées. Donc il a besoin effectivement de cette légitimité, qui de mieux que le ministre le plus populaire du gouvernement, celui dont on dit qu'il est l'un des meilleurs ministres de la Défense. Et d'ailleurs j'ai noté cette semaine que Benoît Hamon, qui ne disait rien du bilan de François Hollande, comme par hasard, il a expliqué que notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était un grand ministre de la Défense. À mon avis, là aussi, c'est pas par hasard. Éric Brunet, ce ralliement, s'il intervient vraiment, il dit quoi de ce qui va se passer ? Il montre que des poids lourds de ce gouvernement, très proches de François Hollande, sont en train de faire leur chemin, leur petit cheminement vers Emmanuel Macron, mais ça tout le monde l'avait senti. Ça va devenir gênant pour Macron, tous ces ralliements à gauche. Parce que Macron, il ne veut surtout pas avoir l'image de l'héritier de François Hollande. Ouais, pardon, mais là, c'est pas n'importe lequel quand même. J'entends, vous avez raison. Donc là, il en veut, il est content, Macron. Mais quand il va y avoir des gens comme des Marisol Touraine, etc., qui sont d'autres poids lourds de ce gouvernement, peut-être moins populaires que Le Drian, qui vont dire, nous aussi, on voudrait être de la fête. Nous aussi, on voudrait dit le plus grand bien aussi. Hamon dit le plus grand bien. Quand ils vont vouloir venir chez Macron, Macron va dire non, votez pour moi bien volontiers. Je vous prends comme électeur. Bon, enfin, j'ai pas besoin de vous dans mon staff. Macron, ce qu'il recherche, c'est la perle rare. Et la perle rare, c'est le poids lourd de droite. Mais paradoxalement, dans cette droite fragmentée où les choses vont mal, il n'y en a pas tellement de poids lourds de droite qui sont en train de lorgner vers Macron. Et son problème à Macron, c'est ça. Il est là aujourd'hui. Donc, il est en train de regarder les cieux, le ciel, et d'invoquer l'arrivée chez lui d'un poids lourd de droite. Alors, bien évidemment, on est obligé d'évoquer le nom de Jean-Louis Borloo. Il aimerait bien que Jean-Louis Borloo rejoigne En Marche. Juste un petit détail de calendrier. François Hollande a demandé à ses ministres de ne pas bouger une oreille jusqu'au 17 mars prochain, date du dépôt des candidatures. Maintenant, il a repoussé la date. Il parle du 24 mars, qui est la date précise où le Conseil constitutionnel validera les candidatures à l'élection présidentielle et où on saura enfin
quel est le casting de cette campagne présidentielle. À partir de là, on va voir qui va bouger. Dans le camp de Hollande, honnêtement, on attend le plus tard possible. Le président de la République lui-même attend le plus tard possible de voir qui, de Benoît Hamon ou d'Emmanuel Macron, sera en mesure d'emmener la gauche, je mets des guillemets forcément pour la gauche concernant Macron, au deuxième tour face à Marine Le Pen. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui toute une série de poids lourds du Parti socialiste qui étaient notamment derrière la candidature Valls dans l'élection primaire, qui aujourd'hui n'ont pas pris position et qui pourraient choisir ou l'un ou l'autre, mais sans doute pas avant le début du mois d'avril. Je voudrais vous entendre, messieurs, sur cette campagne, de manière un peu plus générale, Éric Brunet. Il y a une tension manifeste. On parle beaucoup d'affaires, on parle beaucoup d'attaques, on parle beaucoup de dessous des cartes, mais finalement peut-être plus que de programmes. Alors j'entends les critiques, oui, c'est sûr, les médias ont une responsabilité, mais tout de même, les candidats et leur entourage, eux aussi sont en partie responsables de ce climat. Oui, mais la responsabilité des candidats, elle a été évoquée 100 000 fois. La responsabilité des médias, moins, des magistrats, moins, parce qu'il y a une espèce d'idéologie qui est aujourd'hui répandue en France, c'est qu'on a le droit de se moquer des syndicats, on a le droit de critiquer les partis politiques, on a le droit de critiquer tout le monde. Mais alors, quand on dit grand mal des magistrats, par exemple, ou des journalistes, alors là, on a un discours poujadiste, scandaleux, honteux. Je trouve ça absurde. Moi, je trouverais très sain, je trouve parfaitement sain qu'on s'interroge sur notre corporation, les journalistes, qu'on pose des questions. De la même façon, je trouve ça parfaitement normal et légitime que l'on puisse s'interroger sur les orientations que peut prendre parfois la justice. Après tout, il y a eu le mur des cons. C'est pas totalement incongru de dire, mais est-ce que les magistrats sont d'une honnêteté parfaite dans ce pays? Donc, encore une fois, ça n'est pas une opinion, mais je trouve un peu malsain, notamment quand François Fillon a souhaité justement poser ces questions, qu'immédiatement, il y a une espèce de balai de personnes de bon goût qui souhaitent aller le voir et qui lui dit « Oh, on fait pas ça en France. Hein. Un homme qui se destine à être président de la République ne doit pas critiquer les magistrats, par exemple, ou les journalistes. » Eh bien si, on a le droit de critiquer tout le monde, fort heureusement. Alors, 2 points. Éric a raison. Évidemment qu'on a le droit de critiquer les journalistes. On critique tout le monde. Les médecins, les hommes politiques, les notaires, les policiers. On ne pourrait pas toucher aux journalistes. Oui, on a le droit de critiquer les journalistes, les médias. C'est sain de critiquer tout ça. Et Dieu sait qu'ils sont critiquables. Une fois qu'on a dit ça, on peut quand même prendre le soin de remarquer que si les hommes politiques tapent à bras raccourcis sur les journalistes, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y avait plus détesté qu'eux peut-être les journalistes. Premier point. Et donc que c'est une stratégie politique. Deuxième point où là je ne suis pas d'accord du tout avec ce que vient de dire Éric, je considère moi que quand on est candidat à l'élection présidentielle et qu'on s'apprête peut-être demain à devenir le garant de l'institution judiciaire, le garant des institutions en général et de l'indépendance de la justice en particulier, on ne peut pas taper à bras raccourcis sur les magistrats, on ne peut pas ne pas se rendre à une Pourquoi utilisez-vous cette expression taper à bras raccourcis sur les magistrats? Il s'agit simplement, pardonnez-moi, quand vous confondez une affaire judiciaire comme celle qui touche Fillon ou Le Pen au mur des cons, pardonnez-moi, ça n'a aucun rapport. Aucun. J'évoquais l'exemple difficile et redoutable du mur des cons, mais on peut tout de même s'interroger sur l'indépendance de certains magistrats. C'est pas un cri, on ne s'interroge pas sur les magistrats quand on est soi-même l'objet d'une enquête. Mais arrêtez, tout le monde peut s'interroger sur les magistrats. Il n'y a rien d'interdit, ça s'appelle la démocratie, c'est formidable, c'est la liberté, c'est exaltant. Essayez la liberté, vous allez voir, je pense au contraire quand on est candidat à l'élection présidentielle. Passons à vos gagnants et à vos perdants de la semaine. Votre perdant, Laurent Neumann, c'est l'image de la France à l'étranger. Oui, parce que j'ai pris quelques jours de vacances, vous faisiez ça se voit un tout petit peu, mon ami. Et donc j'ai pris un peu le temps d'aller voir ce qu'écrivent nos confrères. Vous n'étiez pas en Islande. Absolument. J'ai pris le temps de lire ce que disent nos confrères, la presse écrite, les télévisions étrangères sur la campagne. Et je peux vous assurer que l'image qu'ils renvoient de notre pays est absolument cataclysmique. Ils parlent de l'affaire Fillon. Ils ne comprennent même pas comment François Fillon peut être candidat. Ils parlent de l'affaire Le Pen. Ils ne comprennent même pas comment une candidate à l'élection présidentielle, je le disais il y a un instant, peut ne pas se soumettre à la convocation d'un juge. C'est invraisemblable. Et puis les attaques contre les journalistes, les attaques contre les magistrats. Et dans une campagne, du coup, où on ne parle plus des programmes des candidats, mais on ne parle que de ces affaires. Et franchement, quand on lit ce que nos confrères écrivent sur la campagne, ça donne, oui, une image de la France. Je préférerais qu'elle soit modifiée. Il reste encore 45 jours, 50 jours. 45. Il est temps qu'on passe à une vraie campagne. Ça vous interpelle, Éric Brunet, ou pas, ça? Écoutez, c'est une singularité française, c'est tragique.
Voilà. Nous n'avons pas encore les pratiques. Non, mais pardon, je vous pose la question, vous dites c'est tragique, mais Laurent vous dit à l'instant, nos voisins, par exemple, ne comprennent pas qu'on tape. À l'instant, il faut qu'on tape sur tout le monde tranquillement si on a envie de le faire. Non, mais ils ne comprennent pas qu'il y ait telle pratique chez nos politiques en France. Maintenant, qu'on tape sur les journalistes et qu'on tape sur les magistrats, je vous l'ai dit, moi j'estime que on est dans une démocratie et que, encore une fois, les pleureuses qu'on entend depuis quelques semaines qui disent « Ah non, pas ça, ne touchez pas aux magistrats », c'est insupportable. Franchement, il y a une question en France autour du respect qui devient un peu nauséabonde. Est-ce que j'ai une tête de pleureuse, Éric Brunet? Il faut respecter toutes les institutions maintenant. Il y en a marre du respect. Il faut justement être un peu irrespectueux. On va quand même respecter un petit peu ce qu'on a prévu de faire, si vous voulez bien, Éric. Vos perdants, ils sont deux. François Fillon, Marine Le Pen cette semaine. Et oui, parce que c'est terrible, parce que finalement, habituellement, à gauche, dans les présidentielles, il y a pléthore de petits candidats, notamment des petits candidats à l'extrême gauche. Là, il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup de candidats à l'extrême gauche, hein. Il y a Nathalie Arthaud, et donc, il ne va pas y avoir de dilution tellement du vote de gauche. Voilà. En revanche, à droite, il y a l'arrivée inattendue de monsieur Asselineau. Qui devrait sans doute avoir ses 500 parrainages. Hein. Oui, il devrait avoir ses 500 parrainages. Donc Asselineau, il est entre Marine Le Pen et François Fillon. C'est un ancien du RPR, c'est un homme brillant, qui a un parti très constitué, et c'est le candidat du Frexit, de la sortie de la France de l'Europe. Il est également pour la sortie de l'OTAN. C'est quelqu'un qui a un vrai programme, qui est solide, et qui va prendre des voix à Marine Le Pen et à François Fillon. Donc c'est Dupont-Aignan aussi en cette campagne. Et à Dupont-Aignan. Donc s'il y a pléthore de petits candidats, et d'un point de vue arithmétique, c'est une mauvaise nouvelle pour François Fillon et Marine Le Pen. Les gagnants, on est un peu à la bourre. Laurent Neumann, Benoît Hamon, votre gagnant de la semaine. Oh, je vais faire très court. Pendant un mois, il a arrêté sa campagne. Il s'est occupé que de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon. Là, enfin, il refait campagne. Une interview dans Le Monde sur l'Europe, une émission de télévision que j'ai regardée et qui était plutôt réussie. Il sort un livre, il rencontre Bernard Cazeneuve et surtout, je ne sais pas si ça vous a frappé, il envoie des signes. Il est actuellement en déplacement aux Antilles. Qu'est-ce qu'il dit? Il vante le bilan de François Hollande sur les Outre-mer. Il dit tout le bien qu'il pense de Jean-Yves Le Drian, de Marisol Touraine, de Ségolène Royal. Il est en train de se passer quelque chose. Benoît Hamon est en train de faire campagne. Oui, c'est le gagnant, comme je le dis chaque semaine, gagnant provisoire de la semaine. Emmanuel Macron, votre gagnant, oui. Éric Brunet. Malgré ce que j'ai pu dire sur ses renoncements programmatiques, il est beaucoup moins réformateur qu'avant, il est plus du tout iconoclaste. Bon. Mais, pardon, il est en train de s'installer en tête des sondages. Et ça veut dire quelque chose, même quand on ne croit pas tellement dans les sondages. Il est à 25, parfois il dépasse Marine Le Pen. Bref, il s'est installé, il est aujourd'hui un leader. Ce n'était pas le cas il y a 15 jours. Donc, pardon, vous me demandez le gagnant de la semaine. Arithmétiquement, le grand gagnant, c'est Emmanuel Macron. La place du favori, la plus mauvaise place. Certes, mais enfin bon, il est premier, deuxième, premier, c'est le patron aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient encore plus de Brunet Neumann, ça se passera sur RMC. Et demain matin à 7h50, je vous retrouve dimanche prochain.